Norbert Elias, La civilisation des mœurs. Conclusion. La vie d'un chevalier. Demander pourquoi le comportement et le niveau affectif des hommes changent, c'est demander pourquoi les formes de la vie humaine se modifient. La société médiévale avait développé certaines formes de vie et l'individu était obligé de vivre dans le cadre de ces formes, que ce fût comme chevalier, artisan, membre d'une corporation ou serf. Les sociétés des phases ultérieures offraient aux particuliers d'autres chances, d'autres formes de vie, auxquelles ils devaient s'adapter. Ils pouvaient, s'ils faisaient partie de la noblesse, mener la vie d'un courtisan, mais ils ne pouvaient pas, même s'ils le voulaient et beaucoup le voulaient, reprendre l'existence libre d'un chevalier. Cette fonction, cette forme de vie avait disparu, à partir d'une certaine date, des structures de la société. D'autres fonctions, comme celle de l'artisan, membre d'une corporation ou du prêtre, qui, dans la phase médiévale, tenaient un rôle important, perdaient progressivement de leur importance dans le réseau des relations sociales. Pourquoi les fonctions, comme celle de l'artisan, membre d'une corporation où il doit s'intégrer et qui font figure de cadre préétabli, se modifient-elles au cours de l'histoire ? Cette question rejoint précisément celle de savoir pourquoi la vie pulsionnelle et le conditionnement affectif et tout ce qui en dépend sont sujets à des changements. Nous nous sommes penchés sur les normes affectives de la couche moyenne médiévale. Nous allons ajouter, à titre de complément, un bref tableau de la vie des chevaliers, du cadre de vie que la société offrait à tous ceux qui pouvaient se prévaloir d'une extraction noble. La notion de ce cadre de vie, la notion même de chevalier, se perdit dans le vague dès que ce fut accompli, ce qu'on a appelé le crépuscule de la chevalerie. De fait, le cadre de vie de cette couche sociale a été vu, après coup, dans l'optique essentiellement individuelle de l'observateur. Pour les uns, le guerrier médiéval était le noble chevalier, vivant dans un environnement grandiose, beau, aventureux, pathétique pour les autres. Il était le seigneur féodal, le maltotier, le sauvage, le maître cruel et barbare. Les quelques esquisses qui vont suivre permettent de se faire une idée précise du chevalier et de son temps. Quelques textes et quelques œuvres de sculpteurs et de peintres rendent assez bien l'atmosphère ou, si l'on veut, le conditionnement qui le caractérisait, et nous ferons saisir par où il se distinguait parfois sensiblement de nos propres conditions d'existence. En réalité, il n'est que peu d'œuvres plastiques et picturales qui nous dépeignent la vie du chevalier dans son environnement. Un des rares livres d'images de ce genre venus à nous est une série de dessins créés à une époque relativement récente, entre 1475 et 1480, qui porte le titre peu adéquat de Mittelalterliches Ausbuch, livre d'images du Moyen-Âge. On ignore le nom de l'artiste, mais il a dû être un homme parfaitement au courant de la vie chevaleresque de son temps. À la différence de beaucoup de ses contemporains, il voyait le monde avec les yeux du chevalier et s'identifiait à son échelle de valeur. On peut considérer comme une indication dans ce sens que le fait que, parmi tous les artisans et corps de métier, le représentant de sa propre corporation soit le seul qui porte des vêtements courtois. Il en est de même de la jeune fille qui pose un de ses bras sur son épaule et à laquelle il manifeste très ouvertement ses sentiments. Il s'agit peut-être d'un autoportrait de l'artiste. Les dessins datent, comme nous l'avons dit, de la fin de l'époque chevaleresque, du temps de Charles le Téméraire et de Maximilien, le dernier chevalier. En juger par les armoiries, l'artiste les représente eux-mêmes ou d'autres chevaliers de leur entourage. Ainsi, on a pu affirmer « Il ne saurait faire de doute que nous avons affaire à Charles le Téméraire ou à un autre chevalier bourguignon. » Quelques tableaux représentent peut-être les tournois après le siège de Neuss, Neusserfelde, lors des fiançailles de Maximilien avec la fille de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne. Il est certain que les hommes de Ausbuch appartiennent à l'époque de transition, que l'aristocratie de cour commence à se substituer à la chevalerie. Plusieurs des images portent déjà la marque de la vie de cour. L'ensemble nous donne une idée assez précise de l'environnement spécifique de la journée du chevalier, du monde qu'il voyait autour de lui, et de la manière dont il le voyait. Mais que voit-on ? D'abord la campagne, rien qui rappelle de près ou de loin une ville, des hameaux, des champs, des arbres, des prairies, des collines, parfois de petites rivières, souvent le château. Mais ces tableaux champêtres ne sont pas encore imprégnés de cette nostalgie, de cette attitude sentimentale face à la nature qui feront tache d'huile à mesure qu'une partie sans cesse plus importante de la noblesse devra renoncer à la résidence de ses ancêtres pour aller vivre dans les cours semi-citadines, dans la dépendance des rois et des princes. C'est là une des différences fondamentales de la situation affective que ces images rendent sensibles. Les œuvres d'art ultérieures procèdent à un choix entre guillemets beaucoup plus conscient des motifs
et à une sélection spécifique qui tienne compte du goût, ou plus précisément des normes affectives de l'artiste. La nature entre guillemets, la campagne, qui, au début, servent simplement de décor aux personnages, se voile peu à peu d'une aura de tristesse à mesure que progresse l'urbanisation ou la curialisation, Veröffentlichung, de la couche dirigeante, que se creuse le fossé entre la vie citadine et la vie campagnarde, ou bien la nature se pare, de même que les personnages, d'un air de dignité, de solennité. On assiste à une sélection sentimentale. On distingue entre ce qui suscite des sensations agréables, plaisantes, et ce qui est ressenti comme pénible ou désagréable. La même remarque s'applique aux personnages. On ne représente plus, pour le public absolutiste de cour, certaines choses qui en réalité existaient à la campagne, dans la nature. On montre encore la colline, mais on ne montre plus à son sommet la potence et le pendu. On montre les champs, mais on ne montre plus le paysan déguenillé qui excite à grand renfort d'Ahan ses chevaux éthiques. Comme on élimine du langage de la cour tous les éléments communs ou vulgaires, on les supprime aussi dans les œuvres graphiques destinées à la couche supérieure de cour. Il n'en est pas de même dans les dessins du Hausbuck, qui dépeint la situation affective de la couche supérieure du Moyen-Âge finissant. Tout est représenté. Les potences, les valets de ferme en loques, les paysans peinant à la tâche, sans intention d'exagération ou de protestation, comme dans les œuvres d'art d'une époque ultérieure, mais comme les choses qu'on voit tous les jours, au même titre qu'un nid de cigogne ou qu'un clocher. Dans la vie, la vue de toutes ces choses ne suscite pas le moindre sentiment de malaise. Pourquoi le peintre se gênerait-il de les représenter telles qu'il les voit? Bien au contraire, les riches et les nobles jugent parfaitement normal, comme tous les hommes du Moyen-Âge, qu'il y ait des gueux et des infirmes tendant la main, ou des paysans et des artisans travaillant pour eux. Toutes ces choses ne recèlent pas la moindre menace pour eux. Ils ignorent les sentiments d'identification. Ils ne se sentent pas mal à l'aise. On se moque même souvent du balourd, du paysan. Tout cela, ces images l'expriment. Le livre s'ouvre sur une série de personnages placés sous un signe du zodiaque déterminé. Ils ne sont pas groupés autour du chevalier, mais ils explicitent ce qu'il voit autour de lui et comment il le voit. Suit une séquence de planches évoquant des scènes de la vie du chevalier, ses activités et ses plaisirs. Elles traduisent un niveau de sensibilité, une attitude sociale absolument semblable. On nous présente d'abord des personnages nés sous le signe de Saturne. Au premier plan, un pauvre hère en train d'équarrir un cheval ou de récupérer quelques morceaux de viande. Comme il se penche, ses chausses ont glissé. Une truie renifle son derrière dénudé. Une vieille infirme habillée de loques passe, appuyée sur des béquilles. Dans une petite grotte près du chemin, un homme miséreux se tient assis, mains et pieds pris dans un carcan. À côté de lui, une femme, une main au carcan, l'autre liée. Un valet de ferme abat un animal dans un ruisseau qui se perd entre les arbres et les collines. Au loin, un paysan laboure avec son jeune fils et son cheval au champ en pente. Plus loin encore, on conduit un individu dépenaillé à la potence. Un homme armé l'accompagne, fier de sa plume et de son bonnet. À côté du condamné chemine un moine encapuchonné qui lui tend un immense crucifix. Tout au fond, on aperçoit le chevalier, sur sa monture, flanqué de 2 de ses hommes. Au sommet de la colline se dresse le gibet. Un pendu se balance au bout de sa corde. À ses pieds, une roue, sur laquelle pourrit un cadavre. Des oiseaux noirs volent autour. L'un d'eux fouille un décor avec son bec. Le gibet n'est nullement mis en vedette. Il est là, comme le ruisseau, comme l'arbre. C'est ainsi que le voit le chevalier quand il va à la chasse. Une compagnie de voyage passe. Il arrive qu'un homme et une femme montent le même cheval. Le gibier se réfugie dans un bosquet. Un cerf semble blessé à mort. À l'horizon, un hameau, ou peut-être une ferme. Un puits, une roue de moulin, un moulin à vent, quelques bâtisses. Le paysan laboure son champ. Il se retourne pour voir passer le gibier qui ravage son domaine. Sur une hauteur s'élève le château fort. En face, sur l'autre colline plus petite, la potence et la roue, des cadavres, des oiseaux. La potence, symbole de la juridiction du chevalier, fait partie du décor de sa vie. Il n'y attache peut-être pas une grande importance, mais sa vue ne suscite en lui aucun sentiment de malaise. Les condamnations, les exécutions, la mort, tout cela est présent dans l'existence de ces hommes et n'a pas été encore relégué dans les coulisses. Cette remarque s'applique aussi aux pauvres, aux corvéables. Qui cultiverait nos champs si vous étiez tous des seigneurs? S'exclame au XIIIe siècle Berthold de Ratisbonne dans un de ses sermons. Parfois, il est même plus précis.
Je vous dirai à vous, chrétiens, comment le Dieu Tout-Puissant a divisé la sainte chrétienté en 10 espèces de gens, et quels devoirs ceux qui sont en bas doivent rendre à ceux qui sont en haut. Les 3 premières représentent les grands, que le Dieu Tout-Puissant a lui-même désignés et ordonnés à cette place, de sorte que les 7 autres doivent toutes leur être sujettes et les servir. La même vision du monde se reflète aussi dans ces images du XVe siècle. Personne ne trouve gênant ou anormal, puisque l'ordre de la création le veut ainsi, que les guerriers, les nobles, aient du temps pour s'amuser pendant que les autres travaillent. Ce qui leur fait défaut, c'est l'identification au plan humain. Rien n'est plus étranger aux esprits de cette époque que l'idée de l'égalité des hommes. C'est la raison pour laquelle la vue d'un homme qui travaille n'a rien de pénible, rien de honteux. On voit la ferme d'un domaine et les plaisirs des seigneurs. Une demoiselle noble pose une couronne sur la tête de son jeune mari. Celui-ci l'attire dans ses bras. Un autre couple se promène, étroitement enlacés. Une vieille servante observe d'un œil jaloux les ébats amoureux des jeunes gens. Des valets de ferme s'affairent autour d'elle. L'un balaie la cour, un autre étrille le cheval, un troisième donne à manger au canard. Une servante lui fait signe par la fenêtre. Il se retourne, il ne manquera pas d'aller la rejoindre dans la maison. Les épouses de nobles s'amusent. Un peu plus loin, des paysans se livrent à des jeux champêtres. Sur le toit, une cigogne craquette. Ailleurs, on voit une petite place au bord d'un lac. Sur la passerelle, un jeune noble avec son épouse. Ils observent, accoudés au garde-fou, les valets en train de capturer des poissons et des canards. 3 jeunes filles nobles se promènent en barque. Des roseaux, des arbustes. Au loin, les murailles d'une petite ville. Sur une autre planche, des ouvriers construisent une maison, au pied d'une colline boisée. Le châtelain et la châtelaine regardent. On a creusé des galeries à flanc de coteaux pour prendre des pierres. Quelques ouvriers les taillent, d'autres les transportent sur le chantier. Au premier plan, les maçons s'affairent autour de la construction à demi achevée. Plus près encore, des ouvriers, pris de querelles, s'entretuent. Le châtelain ne se tient pas loin. Il montre à sa femme le spectacle de la rixe. Le calme imperturbable du seigneur et de son épouse contraste avec les gestes furieux des combattants. La populace se bagarre, le seigneur s'en désintéresse complètement. Il vit dans une sphère différente. Ce ne sont pas tellement les faits en soi. Les scènes analogues s'observent aussi de nos jours. C'est la manière de les représenter qui souligne la différence de sensibilité. Les couches dirigeantes des phases ultérieures n'auraient pas accepté qu'on leur détaille de telles choses. Elles répugnaient à leur sensibilité. Elles n'étaient pas belles. Elles étaient contraires à l'art. Il n'y a guère que les Hollandais, représentants de couches moyennes et résolument anti-aristocratiques, qui accepteront, grâce à leur sensibilité moins formée, des images d'infirmes, de paysans, de potences, de personnages se livrant à leurs besoins naturels tels que les peindra Bruegel. Mais les normes de ces hommes sont tributaires d'autres sentiments sociaux que ceux des chevaliers du Moyen-Âge finissant. Ici, il va de soi que les autres couches laborieuses soient également représentées. Elles font partie de la figuration de la vie chevaleresque. Le chevalier vit au milieu d'elle. Il n'est pas scandalisé par le travail de tout ce monde. Il n'est pas scandalisé par ses divertissements. Bien au contraire. Il est fier de voir s'agiter autour de lui des gens auxquels il ne ressemble pas, dont il est le maître. Ce sentiment de fierté transparaît sans cesse dans les dessins. Il n'y a pas un seul, ou presque, qui n'oppose les occupations et gestes courtois des chevaliers à ceux vulgaires du bas peuple. Qu'il se promène à cheval, qu'il aille à la chasse, qu'il aime ou qu'il danse, tout ce que fait le seigneur est par définition noble et courtois. Tout ce que font les valets et les paysans, bas et grossier. Le niveau de la sensibilité aux expériences pénibles n'exige pas encore qu'on relègue derrière les décors de la société raffinée le vulgaire et qu'on le bannisse aussi des œuvres d'art. L'affectivité de la couche dirigeante médiévale tire plaisir des différences sociales. La vue des contrastes augmente sa joie de vivre. Notons dans ce contexte qu'on rencontre cette mentalité sous une forme atténuée encore chez Shakespeare. L'héritage de la couche dirigeante médiévale atteste avec franchise cette attitude. Plus l'interdépendance et la division du travail progressent, plus les couches supérieures deviennent, de fait, tributaires des couches inférieures, et plus se renforce, du moins en puissance, l'influence sociale de ces couches. Là où la couche dominante est une classe de guerriers capables d'assujettir les autres par la force militaire et le monopole des armes, sa dépendance des couches inférieures est moindre, bien qu'on ne puisse parler d'indépendance absolue. Par conséquent, la pression des couches populaires se fait moins sentir, et la couche dominante est plus orgueilleuse. Elle méprise ouvertement le menu fretin. Elle se sent beaucoup moins tenue à la modération.
à la répression de la vie pulsionnelle. Il existe peu de documents qui illustrent mieux que ces dessins, pour celui qui se penche sur cette époque déterminée, la tranquille assurance des seigneurs, leur mépris patriarcal de tous ceux qui ne sont pas leurs pères. PAIRS. Cette attitude fondamentale ne ressort pas seulement du geste par lequel le noble montre à sa femme les manœuvres qui se querellent. Elle transparaît dans le tableau d'une sorte de fonderie, où un ouvrier se bouche le nez pour ne pas respirer les vapeurs suffocantes dans la scène au bord du lac et du seigneur surveillant la pêche de ses valets dans les gibets et les pendus. Elle se manifeste en premier lieu dans la manière souveraine avec laquelle l'artiste oppose constamment au geste sublime du chevalier les basses occupations du peuple. Voyons le tournoi. Les musiciens gesticulent, le bouffon exécute des tours, les nobles, à cheval, souvent avec leurs dames, devisent. Les paysans, les bourgeois, le médecin sont reconnaissables à leurs costumes. Les deux chevaliers, alourdis par leurs armures, attendent au milieu. Des amis leur prodiguent des conseils. On remet à l'un d'eux la lance. Le héros donne le signal du combat. Les chevaliers attaquent, la lance en arrêt. À l'arrière-plan, le bas peuple s'amuse, par contraste avec les occupations courtoises des chevaliers, à faire la course à cheval, course agrémentée de toutes sortes de pitreries. Un homme s'est accroché à la queue d'un cheval, le cavalier s'énerve, les autres cravachent leur monture et partent en un galop burlesque. Un campement militaire. Les chariots forment une barricade. Derrière ce bastion se dressent les tentes luxueuses avec leurs blasons et leurs bannières, parmi lesquelles on distingue la bannière de l'Empire. Au milieu se tient, entouré de ses chevaliers, le roi ou l'empereur. Un messager à cheval lui remet une dépêche. Mais à la porte du campement, une mendiante avec ses enfants se tord les mains, pendant qu'un cuirassier amène un prisonnier chargé de chaînes. Un peu plus loin, un paysan laboure son champ. Autour du campement s'amoncellent des ossements, un cadavre de cheval à moitié décomposé, fait le repas de quelques corneilles d'un chien sauvage. Près des chariots se tient accroupi un valet, en train de se soulager. Un autre dessin, sous le signe de Mars, montre l'attaque d'un village par des chevaliers. Au premier plan, un soldat tue un paysan, étendu par terre. À droite, probablement, dans une chapelle, un autre homme expire. On s'empare de son Saint-Frusquin. Sur le toit, des cigognes contemplent paisiblement le spectacle. Ailleurs, un paysan tente de s'enfuir en enjambant une palissade. Mais le chevalier le retient par un pan de sa chemise. Une paysanne hurle et lève les bras au ciel. Un chevalier frappe la tête d'un paysan enchaîné. Personnage misérable et déguenillé. Plus loin, des valets à cheval incendient une maison. L'un d'eux s'en va avec le troupeau. Il frappe en passant une paysanne qui tente de s'interposer. Au petit clocher du village, des paysans apeurés, serrés les uns contre les autres, observent par la fenêtre le massacre. Dans le lointain, sur une élévation, un monastère fortifié. Le toit de l'église avec sa croix pointe derrière la muraille. Sur une montagne s'élève soit un château fort, soit une dépendance du monastère. Voilà l'image qu'évoque pour l'artiste le dieu de la guerre. La scène est grouillante de vie. En contemplant ce dessin, on a l'impression que le dessinateur nous dépeint une tranche de vie. Cette impression s'explique par le fait que ces images ne sont pas sentimentales entre guillemets, qu'elles ne traduisent pas encore ce refoulement de l'affectivité qui marquera pendant une longue phase les œuvres d'art destinées à une couche dirigeante. Ces œuvres seront de plus en plus l'expression d'une vision idéalisée, répondant à la progression du seuil de la sensibilité. Ici, l'artiste raconte sans détour comment le chevalier voit et sent le monde. À ce stade, le tri des sentiments, la sélection des émotions, qui laisse passer ce qui est ressenti comme plaisant et qui rejette ce qui est déplaisant, n'est pas encore telle qu'elle empêche la reproduction de certains faits qui plus tard n'apparaîtront plus que sous la forme de protestations conscientes ou inconscientes contre la censure pulsionnelle de la couche dirigeante, et qui, de ce fait, seront dans un certain sens mis en vedette et soulignés. Ici, le paysan n'inspire aucune pitié, il n'est pas non plus un modèle de vertu, il n'incarne pas le vice, il est, tout simplement, lamentable, un peu méprisable, comme le voit le chevalier. Le monde entier pivote autour de lui. Les chiens affamés, les mendiantes, les cadavres de chevaux décomposés, les valets s'accroupissant dans le fossé, les villages incendiés, les paysans pillés et oxys font partie de son horizon psychique, au même titre que les tournois et la chasse. C'est ainsi que Dieu a créé le monde, des seigneurs et des valets. Il n'y a pas lieu de s'en scandaliser. La différence des normes affectives entre l'ère finissante de la chevalerie et la société absolutiste de cour à venir ressort aussi des scènes d'amour. Voyons les hommes sous le signe de Vénus. Comme ailleurs, la perspective s'ouvre sur un vaste paysage.
Nous voyons des collines, les méandres d'une rivière, des bosquets, un bois. Au premier plan, quelques couples de jeunes nobles. Ils déambulent, deux par deux, en rond, au son de la musique, solennels, élégants, chaussés de longs souliers à bec. Leurs mouvements sont posés, harmonieux. L'un des nobles porte une plume à son chapeau, d'autres des couronnes. Nous assistons peut-être à une sorte de danse lente. Trois jouvenceaux font de la musique. À côté d'eux, une table chargée de fruits et de boissons. Près de la table, un jeune serviteur. Face à cette scène, on aperçoit un petit jardin, protégé par une clôture et une porte. Quelques arbres forment une sorte de tonnelle. Sous la tonnelle, un jeune homme nu est assis dans une cuve ovale remplie d'eau. Il étend une main impatiente vers une jeune fille nue qui s'apprête à partager son bain. Comme dans le dessin décrit plus haut, une vieille servante chargée de fruits et de boissons lance un regard désapprobateur sur les ébats des amoureux. Pendant que les nobles baguenaudent au premier plan, les valets s'amusent tout au fond. L'un d'eux est en train de se jeter sur une servante, étendue sur le dos, les jupes relevées. Ils se retournent furtivement pour s'assurer que personne ne les observe. En face, deux jeunes gens du peuple exécutent, à grand renfort de gestes, une danse qui ressemble à une danse de morisque. Un troisième joue un air. Ailleurs, l'artiste nous montre également, dans un paysage ouvert, une petite maison de bain en pierre. Devant la maison, une cour entourée de murs. Le regard plonge par-dessus ce mur. Un chemin, bordé de broussailles, une rangée d'arbres, se perdent dans le lointain. Dans la cour se tiennent ou se promènent quelques jeunes couples. L'un d'eux admire la fontaine moderne, d'autres discutent. Un jeune homme tient à la main un faucon, des chiens, un petit singe, des plantes en pot. Par une fenêtre cintrée, on voit ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Deux jeunes gens et une jeune fille nue se tiennent assis dans l'eau et bavardent. Une deuxième jeune fille, déjà déshabillée, s'apprête à les rejoindre. Sous la grande voûte ouverte de la maison de bain, un jeune garçon joue de la guitare pour les baigneurs. L'eau s'écoule par un robinet sous la voûte. Devant la maison, des boissons attendent dans un baquet rempli d'eau. Plus loin, une table chargée de fruits. Près de la table, un jeune noble, une couronne dans les cheveux, soutient sa tête d'un geste gracile de la main. Au deuxième étage de la maison, une servante et un valet observent les jeux de leur maître. Les rapports érotiques entre l'homme et la femme s'expriment dans ces œuvres avec une franchise qu'on ne retrouvera plus dans les siècles suivants. Plus tard, on les évoque d'une manière que tout le monde comprend, mais en les entourant de discrétion. La nudité n'est pas encore grevée de tels sentiments de honte qu'on soit obligé, afin d'échapper au contrôle social extérieur, de recourir à l'artifice sentimental entre guillemets du costume grec ou romain pour la justifier. Mais le corps nu n'est pas non plus rendu ici comme il le sera plus tard sur certaines images clandestines entre guillemets qu'on se passait en sous-main. Dans le Haussbuck, les scènes amoureuses ne sont pas le moins du monde obscènes. L'amour est présenté comme mille autres événements de la vie des chevaliers, comme les tournois, les chasses, les campagnes, les pillages. L'artiste ne force jamais le trait. Il ne veut jamais piquer la curiosité de l'observateur, l'exciter, lui procurer une satisfaction imaginaire, là où il se sent frustré par la vie, car c'est là le caractère spécifique de l'obscène. Ici, l'artiste ne traduit pas des sensations morbides. Son œuvre ne prétend pas forcer un tabou, dévoiler quelques secrets. Ces images n'ont rien de malsain. Le maître dépeint tout simplement ce qu'il a pu observer lui-même dans la vie de tous les jours. Quand nous parlons d'un art naïf entre guillemets, nous désignons par là précisément cette franchise, ce naturel dans la description des relations sexuelles, qui de se moucher, de cracher ou de se précipiter sur les victuailles. C'est sous ce dernier rapport que la couche chevaleresque était soumise à des règles plus sévères. Bien que la régulation de l'affectivité fût au Moyen-Âge beaucoup plus homogène que celle des époques ultérieures, on note néanmoins des différences selon la stratification de la société séculière, sans même parler du clergé. Différences qui pourraient faire l'objet d'une étude à part. On s'en rend compte déjà quand on compare, sur les planches de Haussbuck, les gestes composés, parfois maniérés des nobles, aux mouvements plus larges et plus lourds des valets et des paysans. Les manifestations affectives de l'homme médiéval sont dans l'ensemble plus spontanées et plus libres que celles de leurs successeurs, mais ce serait une grave erreur de leur attribuer une liberté absolue ou de les détacher de leur contexte social. Il n'y a pas, en cette matière, de point zéro. L'homme sans restriction est une vue de l'esprit. Le mode, la gravité, l'acceptation des frustrations et contraintes varient grandement, tout comme les dépendances, et avec elles les tensions et l'équilibre de l'économie affective, le degré et le genre de satisfaction que l'individu cherche et trouve. Les dessins de Haussbuck
donne une certaine idée des satisfactions que cherchait le chevalier. Il se peut qu'à cette époque, il vécut déjà plus souvent qu'au début du Moyen Âge, à la cour du prince. Mais le château fort et le domaine, les collines, la rivière, les champs, les villages, les arbres, les forêts formaient encore le décor naturel et nullement poétisé de son existence quotidienne. C'est là qu'il vivait, c'est là qu'il était le maître. Sa vie était partagée pour l'essentiel entre la guerre, le tournoi, la chasse et les jeux d'amour. Mais déjà au XVe siècle, et plus encore au XVIe, cette situation se modifie. On assiste à la formation, dans les cours semi-citadines, composées en partie d'éléments de l'ancienne noblesse, d'une aristocratie nouvelle, faite d'éléments ascendants, avec un environnement nouveau, des fonctions nouvelles, des structures affectives nouvelles. Les hommes ont conscience de ces changements et cherchent à les exprimer. En 1562, un certain Jean de Peyrat traduit en français le traité de savoir-vivre de Della Casa. Il l'intitule Galatée, où la manière et façon, comme le gentilhomme se doit gouverner en toute compagnie. Ce titre indique à lui seul que le noble est tenu d'observer des règles de comportement plus strictes. Mais Jean du Peyrat insiste dans sa préface sur les différences entre les exigences auxquelles doit se soumettre le chevalier et celles que la vie de cour impose au gentilhomme. Toute la vertu et perfection du gentilhomme, monseigneur, ne consiste pas à piquer bien un cheval, à manier une lance, à se tenir propre en son harnois, à céder de toutes armes, à se gouverner modestement entre les dames et à dresser l'amour, car c'est un des exercices encore que l'on attribue au gentilhomme. Il y a plus. Le service de table devant les rois et les princes, la façon d'agencer son langage, respectant les personnes selon leurs degrés et qualités, les œillades, les gestes et jusqu'aux moindres signes et clins d'œil qu'il saura faire. Ce qui jusque-là a fait la vertu et la perfection, la vie et l'espace vital du gentilhomme se ramènent exactement à ce que nous dépeint le Hosbuck, aux œuvres de la guerre et de l'amour. L'auteur complète ce tableau par les autres perfections et conditions de vie du gentilhomme au service du prince. Toute la perfection du gentilhomme, nous dit-on, ne consiste pas à se tenir propre en son harnais, à céder de toutes armes, à se gouverner modestement entre les dames ou à adresser l'amour. Bien que tout cela fasse également partie des fonctions du noble, seulement il y a autre chose. Le service de table devant les rois et les princes, la façon d'agencer son langage, respectant les personnes selon leur degré et qualité, les œillades, les gestes et jusqu'aux moindres signes et clins d'œil. On exige donc au noble une régulation nouvelle et plus profonde, un conditionnement du comportement que la vie des chevaliers, à l'ancienne entre guillemets, ne postulait pas et ne permettait pas. C'est là la conséquence de la plus grande dépendance dans laquelle le gentilhomme est tombé. Il n'est plus l'homme relativement libre, le maître de son château, qui considère le château comme son cadre de vie véritable. Il appartient dorénavant à la cour. Il sert le prince, il assure le service à table. Il côtoie beaucoup de monde. Il faut qu'il respecte scrupuleusement le rang de chacun. Il doit apprendre à doser avec précision ses faits et gestes, selon le rang de la personne à laquelle il a affaire. Il doit contrôler son langage et ses regards. Le nouvel espace vital, la nouvelle forme d'intégration, impose aux hommes une autodiscipline nouvelle, une retenue infiniment plus forte. L'attitude, dont la forme idéale est définie par le terme de courtoisie, cède lentement le pas à une autre, dont l'expression est la civilité. La traduction du Galatéo par Jean du Peyrat marque aussi la transition sur le plan du langage. Jusqu'en 1530 ou 1535, on ne parlait guère en France que de courtoisie. Vers la fin du siècle, la notion de civilité se répand lentement, sans que la courtoisie disparaisse. En 1562, on se sert encore indifféremment de l'un et de l'autre terme. On cite le livre tractant de l'institution d'un jeune courtisan et gentilhomme soit garanti, dit du Peyrat dans sa dédicace. Aussi, de celui qui est comme le parangon et miroir des autres, en courtoisie, civilité, bonnes mœurs et louables coutumes. Fermez les guillemets. L'homme à qui s'adressent ces paroles est ce même Henri de Bourbon, prince de Navarre, dont la vie symbolise de la façon la plus frappante le passage de l'homme chevaleresque à l'homme de cour. Devenu Henri IV, il se fait l'agent de cette transformation. Il se voit même obligé de contraindre, ou de faire tuer, contre son désir intime, les récalcitrants qui n'ont pas compris que l'heure est venue pour eux d'abandonner leur rôle de chevalier libre et de se faire les serviteurs du roi.